Nous sommes le jeudi 30 mai 2024. Mon nom est Danick Julien. Voici votre bulletin d'information Info CJSR couvrant Portneuf et ses environs. Un incendie a eu lieu ce midi à Saint-Marc-des-Carrières sur la rue principale. Le parc de la route des Pionniers de Saint-Raymond-de-Portneuf va bénéficier d'un partenariat important avec Promutuelle Assurance. On parle du futur gymnase de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières. Et finalement, on discute avec Nicolas Métivier, directeur général de l'EMDA de la programmation estivale. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un incendie important a touché une résidence de la rue principale de Saint-Marc-des-Carrières en fin d'avant-midi ce jeudi 30 mai. Les pompiers de Saint-Marc, Saint-Alban-Deschambault et Saint-Casimir ont été dépêchés sur les lieux. Nous étions sur place et avons discuté avec le directeur du service incendie, M. Richard Thibault. Nous avons également pris quelques images. Voici un court extrait. Danick Julien, je suis présentement avec le directeur incendie de Saint-Marc-des-Carrières, M. Richard Thibault. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, oui. Merci d'être présent, en fait, ici sur les sites d'un incendie sur la rue principale de Saint-Marc-des-Carrières. Pouvez-vous nous dire vers quelle heure cet incendie-là s'est déclaré? On a eu l'appel vers 11 h ce matin. Puis dès l'appel initial, c'était un feu confirmé, panache visible de loin. Fait qu'automatiquement, il y a une entraide générale de Saint-Marc, Saint-Alban, Saint-Casimir et Deschambault-Grondines qui sont présentement sur place. OK, combien de pompiers dans... On est à peu près une quarantaine présentement avec 4 services d'incendie. Et l'incendie là, qui a été déclaré, est-ce qu'il y avait des gens à l'intérieur? Il y avait des gens à l'intérieur qui ont eu le temps de sortir, donc ils n'ont eu aucun sauvetage, aucune évacuation à faire. Et là, ça ressemble à quoi les manœuvres que vous effectuez en ce moment? Là, il est présentement midi et 20. Bien là, parce que le feu s'est propagé à l'ensemble de la structure du bâtiment. Donc là, on est en déblai. C'est de rentrer à l'intérieur, c'est de défaire la toiture, parce que c'est une maison isolée au brin-de-scie. Fait que c'est d'aller chercher tous les points chauds et de les éteindre un par un. Merci beaucoup, M. Thibault. Bienvenue. La ville de Saint-Raymond-de-Portneuf avance dans son projet de parc sur la route des Pionniers qui est située au-dessus de la côte Joyeuse entre le chemin de Bourg-Louis et le Grand Rang. En effet, un partenariat important avec Promutuelle Assurance permettra à Saint-Raymond de poursuivre les travaux dans le parc qui permettra aux citoyens du nord de Portneuf de pratiquer plusieurs sports. Voici le président de Promutuelle Les Bâtisseurs, Michel Gauthier. Ce projet-là, c'est pas juste un parc. C'est quelque chose de régional qui va amener vraiment de quoi de bien pour l'ensemble de la population. Donc là, on a changé d'idée. Et là, on a commencé à regarder un peu moins pour les zéros. Et finalement, je l'ai dit à Claude, écoutez, finalement, on a investi 1 million de dollars dans le parc de... Cette décision marque un tournant dans notre engagement envers la communauté. Vous comprenez qu'1 million de dollars, c'est quand même des sous et on ne peut pas faire ça à tous les jours. Ça prend quelque chose d'un peu spécial.
mais on a un engagement envers la communauté. Puis notre mission, c'est de servir nos membres assurés, mais aussi de partager toujours ce qu'on a avec la communauté, pas pour la rendre plus riche, pour son bien-être. Donc, c'est ça qui est important. Avec l'investissement, le parc de la route des Pionniers portera officiellement le nom du parc Promutuelle Assurance. Pour l'assureur, s'associer à un parc ayant une vocation régionale et naturelle, comme l'ensemble de la communauté pourra en profiter. Ce parc d'envergure, qui vaudra environ 15 millions de dollars lorsqu'il sera terminé, aura une superficie de 1,6 million pieds carrés. Le terrain avait été acquis en 2017 par le conseil municipal précédent. Depuis, 530 joueuses et joueurs de soccer l'utilisent déjà. Selon le maire de Saint-Raymond, la ville porte ce projet comme il entre dans la vision du conseil municipal de s'orienter vers les loisirs de proximité. Le conseil de ville a comme décidé à un moment donné de prendre, pas un moment d'arrêt, mais un certain moment d'arrêt à dire, puis de voir, on va regarder. On sait d'où ce qu'on vient, on sait où ce qu'on est rendu, mais on va regarder où est-ce qu'on s'en va, dans le but de faire les bonnes acquisitions, les bons investissements au bon moment. Saint-Raymond, on a décidé de regarder notre portrait. Fait que si on a décidé, c'est premièrement, on se choisit des thèmes, c'est-à-dire les loisirs de proximité. De plus en plus, dans les villes, si vous voulez attirer du monde, il faut que vous soyez attractif. Et attractif, ça veut dire que, à part que les gens viennent rester chez vous, puissent y travailler, okay? Il faut qu'il y ait des loisirs. Les loisirs prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans les municipalités. Le projet du parc demeure ambitieux en raison de sa grandeur. Il fallait pour la ville avoir un partenariat important permettant de donner un réel coup d'envoi au projet. En plus du million de dollars, Promutuelle permet à Saint-Raymond de faire d'autres partenariats pour la mise en place d'infrastructures supplémentaires dans le parc. Voici à nouveau le maire de Saint-Raymond concernant la recherche de ce partenariat. À un moment donné, on s'est dit, ben là, on va commencer à quelque part. Y a-t-il quelqu'un qui serait intéressé à mettre son nom sur ce parc qui va être extraordinaire? Et on commençait à faire des recherches, à poser des questions. Et on nous disait, oui, on peut investir là-dedans, mais le maximum, Claude, c'est Saint-Raymond, 100 000, 150 000, 250 000. Je suis allé voir, j'ai la chance, quand j'ai été député, de connaître un gars qui est en maire dans le temps, Michel Gauthier. Je suis allé m'asseoir avec son directeur général et on a commencé à parler du projet et de la vision qu'on avait de ce projet. La réponse a été extraordinaire. La réponse a été extraordinaire. C'est pour ça que ça va s'appeler, vous le voyez déjà, je n'ai pas de l'affaire à le dévoiler, vous le voyez, le parc Promutuelle. Il n'y a pas de compagnie à Saint-Raymond qui nous donne ce que Promutuelle va nous donner pour un parc comme ça. Sans calculer ce qu'on peut aller chercher de petits montants par rapport à d'autres infrastructures qu'on va pouvoir faire, que des gens vont vouloir nous accompagner. Ils nous ont donné la permission pour ça aussi. Dans son plan pour l'accès au parc, la ville compte faire des liaisons avec la piste cyclable Portneuf-Jacques-Cartier pour que les jeunes puissent y avoir un accès à pied et en vélo. Le co-directeur général de Promutuelle, les bâtisseurs, M. Mathieu Allison, explique d'ailleurs la réflexion qui s'était posée à lui suite à la demande de Saint-Raymond pour le parc de la route des Pionniers. Le voici. Quand Claude était venu nous rencontrer à Saint-Basile pour son projet, il nous dit « J'ai un projet de parc ». Ma première réaction, ça a été de me dire « OK, tu nous parles de quoi comme parc? Un parc, ça peut être 2 balançoires puis une glissade, ou ça peut être ça. » Quand il a commencé à parler de montant, je me suis dit « OK, j'imagine qu'on parle pas de 2 balançoires puis une glissade. » Mais quand on a commencé à voir les plans, le premier réflexe que j'ai eu, c'est « Wow! » C'est avec plaisir que je prends parole aujourd'hui en tant que directeur général de Promutuelle Assurance Les Bâtisseurs. Notre engagement envers nos membres assurés et notre communauté est au cœur de notre mission et je suis fier, tout comme M. Gauthier, d'être ici présent aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle qui marque notre collectivité, notre avenir collectif. Le parc Promutuelle Assurance, c'est beaucoup plus qu'un espace vert, mais c'est une véritable infrastructure moderne. On le voit, on s'en va avec des équipements qui vont être là pour la pérennité au service de la population. La vision 2029 de ce parc multisport insuffle un vent de renouveau pour la ville de Saint-Raymond
mais aussi pour les villes environnantes. On l'a dit depuis le début de la conférence de presse. Pour nous, c'était un élément important de dire, oui, on fait des choses pour la ville de Saint-Raymond, mais c'est quoi les retombées dans notre région? C'est important. On a pris une vision, je vous dirais, au tournant de la pandémie, Promutuelle, Portneuf-Champlain à l'époque, maintenant Promutuelle et Bâtisseurs, de se dire comment on veut se distinguer sur notre territoire, comment on veut appuyer notre population. Concernant le projet lui-même, voici l'affiche. En fait, l'affiche, vous l'avez vue tout à l'heure et qui a été transmise aux médias concernant les projections de la ville quant à l'avenir du parc d'ici 2029. Donc, certaines infrastructures sont déjà mises en place, comme le skatepark et les terrains de soccer. D'autres le seront sous peu, comme le pavillon d'accueil qui sera complété dans les prochains mois. On entend le directeur du service des loisirs de Saint-Raymond, Jean Alain, concernant les idées pour le parc. On m'a parlé d'une patinoire tout à l'heure, 350 choix de deck hockey. Et encore là, c'est des gens, des collectivités de nos voisins qui vont profiter de ces infrastructures-là. Donc, rapidement, comme M. le maire l'a mentionné, les terrains de tennis et de pickleball, vous savez que le pickleball prend énormément d'engouement au Québec, au Canada, c'est déjà arrivé aux États-Unis. Le terrain de baseball de 280 pieds quand même qui va être également sur notre site. Il y a déjà le skatepark. Les travaux sont d'ailleurs en cours en ce moment et il y aura donc des terrains de volleyball qui seront terminés très prochainement. L'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières va fêter ses 50 ans les 7 et 8 juin prochains. Pour en parler et pour parler du futur complexe sportif, j'ai discuté avec la directrice de l'établissement, Annick Goulet-Bernier. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai présentement avec moi deux personnes. Monsieur Christian Sainte-Marie, qui est enseignant ici à l'école secondaire de Saint-Marc. Bonjour. Bonjour. Et la directrice de l'établissement, Annick Goulet-Bernier. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du futur gymnase de Saint-Marc-des-Carrières, un projet qui date quand même depuis un certain temps. Monsieur Sainte-Marie, pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de ce projet-là pour le nouveau gymnase de Saint-Marc-des-Carrières de l'école secondaire? Il y a près de 2 ans, un comité s'est formé pour penser à comment on pourrait procurer l'école d'un nouveau gymnase. Et puis, il y a aussi eu une occasion qui s'est présentée et ça prenait du financement. Donc, ce comité-là s'est principalement occupé du financement, 1,5 million à recueillir du côté des entreprises locales qui ont embarqué dans le projet assez rapidement, ce qui a permis de pouvoir présenter un projet là, il y a quelques années. Et puis, avec toutes les acceptations, évaluation de coûts et tout ça, bien, on est à l'approche de la construction de ce projet-là. Et le gymnase actuel de l'école de Saint-Marc-des-Carrières semble justement peut-être un peu trop petit pour le nombre d'étudiants que vous avez. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Mais en fait, dans les dernières années, il y a eu une augmentation de la clientèle. On a pratiquement doublé la clientèle en 5 ans. Donc, c'est certain que de passer de 340 élèves à plus de 600 fait en sorte que là, le gymnase est un petit peu trop petit pour accueillir tout le monde. Également, on a un volet sportif très, très fort ici à l'école secondaire de Saint-Marc. Donc, on accueille plus de 29 équipes sportives, contrairement à 16 auparavant. Donc, c'est certain qu'on veut également pouvoir donner du temps à toutes ces équipes-là là, qui veulent se développer aussi, là. Et niveau, la capacité de ce nouveau gymnase-là, vous allez garder celui que vous avez déjà. On va en avoir un deuxième. Ça va ressembler à quoi la superficie là, versus ce qu'on a déjà là, en ce moment à l'école secondaire de Saint-Marc? Bien, on se retrouverait avec un gymnase double qui n'est pas tout à fait 2 fois la taille du gymnase actuel, mais qui permet d'accueillir 2 groupes ou de faire 2 pratiques, par exemple, en soirée là, au même moment. Donc, on vient qu'à plus ou moins tripler notre espace là, côté pratique ou classe. Et vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'entrevue, que parfois vous avez jusqu'à 4 groupes en même temps là, dans le gymnase. Et heureusement, on le voit, vous avez des terrains extérieurs qui peuvent aider en été, mais on peut comprendre qu'on est peut-être un peu à l'étroit là, maintenant. Là. Oui, assurément. Là, c'est certain qu'on utilise un petit peu la piscine aussi. On a une salle d'entraînement sportive aussi qui vient combler nos plateaux sportifs, là, mais c'est vraiment pas optimal là, quand on veut pouvoir développer un peu nos athlètes. On a un programme de développement de hockey, on en a un de basketball féminin aussi, donc c'est sûr qu'on veut pouvoir mettre de l'avant là, ces 2 beaux programmes-là également.
Le processus d'appel d'offres est encore en cours, je pense. Et lorsqu'il sera terminé, quand est-ce qu'on peut espérer voir le début des travaux pour ce nouveau bâtiment-là? Normalement, les travaux devraient débuter cet été. On n'a pas la date définitive encore, là, c'est certain. Par contre, cet été, les travaux devraient commencer. Puis le gymnase devrait voir le jour à la rentrée 2025, donc dans une grosse année encore. Et j'imagine que autant le personnel de l'école et que les jeunes ont hâte de voir justement ces nouvelles installations-là. Oui, assurément. Ça va être vraiment un beau gym double avec des estrades rétractables. Il va y avoir un beau lounge aussi où les parents et les athlètes vont pouvoir observer ce qui se passe à travers les vitres. Donc oui, ça va être un beau complexe. Et j'aimerais peut-être poursuivre parce que, à Saint-Marc-des-Carrières, il y a une autre nouvelle assez importante concernant votre établissement parce que vous allez fêter vos 50 ans, je crois, dans peut-être un peu plus de 2 semaines. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, des festivités des 50 ans qui s'en viennent les 7 et 8 juin prochains à Saint-Marc-des-Carrières? La fondation de l'école est vraiment très, très impliquée auprès de l'école secondaire de Saint-Marc. Donc, c'est vraiment eux qui portent cet événement-là là, des 50 ans de l'école. Donc, il y a une organisation d'activités de financement le vendredi 7 juin, qui est un gala de lutte ici à l'école sous un chapiteau. Et le lendemain, c'est les 50 ans de l'école. Donc, on accueille la population, les anciens élèves, les membres du personnel à partir de 14 h pour une visite de l'école, pour voir le Expo Art également. Et par la suite, ça va être un souper sous le chapiteau avec un spectacle de Éric Masson en soirée. Est-ce que ça s'adresse seulement aux gens qui ont étudié ici à Saint-Marc-des-Carrières ou on y va un peu plus large dans les personnes qui peuvent venir? On accueille tout le monde. C'est vraiment ouvert à tous. Donc, on veut pouvoir promouvoir l'école, faire découvrir les belles choses qui se font ici à l'école secondaire de Saint-Marc. Bien, Madame Goulet-Bernier, Monsieur Sainte-Marie, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Le député Vincent Caron a décerné 22 bourses d'un montant de 250 $ chacune afin d'encourager les élèves de sa circonscription à poursuivre leurs efforts dans leur parcours scolaire. On a d'ailleurs quelques images de ça. Ça se passait au lac Sept-Îles. Suivant les recommandations du personnel enseignant des 3 écoles secondaires de Portneuf et du centre de Portneuf de formation, le député a remis un total de 5 500 $ en bourse par le biais de son budget discrétionnaire. Charles était sur place et il a parlé avec Vincent Caron. On écoute d'ailleurs tout de suite un extrait de ça. Ce soir, on est au lac Sept-Îles, à Saint-Raymond, pour remettre des bourses aux élèves persévérants de Portneuf, des 3 écoles secondaires et du centre de formation, parce que j'apprécie beaucoup donner une petite tape dans le dos comme ça à ces jeunes qui font preuve de détermination tout au long de l'année, qui se démarquent. Certains peuvent connaître des difficultés ou des choses comme ça, mais malgré ça, ils font face à la situation et puis grâce à finalement une belle collaboration avec le centre de service scolaire de Portneuf, qui identifie, parce que moi je ne les connais pas ces jeunes-là, ce sont les professeurs qui nous disent selon nous on te recommande tel et tel élève. Et bien à partir de là on sélectionne les gens qui nous sont recommandés et puis on a le plaisir de leur remettre une petite bourse. C'est pas énormément d'argent, c'est 200 $ par étudiant. Ils peuvent l'utiliser de la manière qu'ils souhaitent. C'est vraiment pour les encourager à continuer ce beau travail qu'ils font. Au total, c'est 22 récipiendaires qui vont être félicités ce soir. Donc, encore une fois, ils sont issus de l'ensemble du territoire de Portneuf. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Chaque année, j'ai beaucoup de plaisir. C'est la 2e fois que j'organise cet événement. D'appeler les parents pour leur annoncer d'abord, parce que beaucoup sont mineurs. Donc, il faut bien que je prévienne les parents. Et souvent, juste dans la voix des parents, j'ai entendu un trémolo et puis je sens même la larme à l'œil parce que oui, les élèves sont fiers de leur réussite, mais les parents le sont aussi et les professeurs le sont également. Donc vraiment, c'est une soirée qui est vraiment empreinte de beaucoup d'émotions parce que tout le monde est heureux, tout le monde est content et puis on approche de la fin de l'année scolaire, donc c'est le bon moment pour le faire. Des militaires de Valcartier étaient en manœuvre aquatique au quai de Portneuf cette semaine. Aubert Tremblay a discuté avec le sergent Samuel Saint-Pierre pour comprendre les opérations. On écoute son reportage. Sur le quai de Portneuf cette semaine, à côté des Oies des Neiges, il y avait des visiteurs d'un autre genre.
des militaires venus faire des manœuvres sur l'eau. On est ici aujourd'hui pour, dans le fond, qualifier du monde sur le cours de BCP, donc bateau de construction de pont. Il est qualifié pour des futures opérations domestiques si jamais le gouvernement nous demandera de le faire ici au Canada. Par exemple, moi, mon expérience personnelle, quand j'étais au Nouveau-Brunswick dans les maritimes, où j'ai eu la chance de monter, d'utiliser ces bateaux et de monter un pont flottant pour sauver des vaches, en fait, qui se trouvaient sur une île pendant l'inondation. Donc, on s'est servi de ces bateaux, on a monté le pont flottant, puis on l'a déployé sur l'île, on a embarqué les vaches et on les a ramenées à sa terre Saint-Sauf. Les soldats n'ont été sur l'eau que 2 jours, mais la formation en durait 20. Et la portion théorique va consister, dans le fond, de tout ce qui est réglementation maritime, un peu similaire à ce qu'on ferait dans le côté civil aussi. On a 11 candidats qui sont présentement sur le cours, qui suivent la formation, et on a aussi 5 instructeurs qui donnent la formation pour un total de 16. J'ai du monde qui sont des sergents, j'ai un caporal-chef et tous les candidats sont des soldats de base et des caporaux. Nous autres, notre métier en tant que tel, tous les candidats puis les instructeurs qui sont sur le cours, on fait partie, dans le fond, du métier de génie de combat. Le métier de génie de combat, c'est un métier qui est très vaste. Ça représente beaucoup de spécialités. Et quand je dis spécialité, c'est tout qui part, exemple, de l'équipement lourd, tout qui part, dans le fond, de la neutralisation d'explosifs, purification d'eau. Ici, comme vous voyez, embarcation, construction de pompes, bateaux. Et ça, en ayant ces spécialités-là, ça nous permet, dans le fond, d'avoir un bagage de connaissances diversifiées. Et ça nous permet aussi d'être capable d'utiliser ce bagage-là si jamais la demande ou si jamais il y a une tâche comme ça qui se produirait, que ce soit ici au Canada ou que ce soit international. La formation se donne 3 à 4 fois par année, généralement ailleurs qu'à Portneuf. Ça a déjà été fait dans le passé, à Portneuf, en 2018 ou 2019. On a eu une belle opportunité qui s'est présentée à nous de venir à Portneuf, en sachant très bien que c'est un très beau décor, une très belle opportunité. Et on est très content d'être ici pour pouvoir faire ça sur le fleuve Saint-Laurent. J'aimerais ça revenir. On aimerait ça. OK, d'accord. Aubert Tremblay pour CJSR. La table de concertation des aînés de Portneuf en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi tenait le 26 mai dernier, dimanche, le lancement de la saison 4 de l'émission Mon Histoire en héritage. L'émission a pour concept de jumeler des jeunes de la région de Portneuf avec des aînés afin de discuter du parcours que ces derniers ont vécu dans leur vie. Pour le lancement, 8 émissions ont été diffusées gratuitement au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Les aînés qui ont participé à l'édition sont Jean-Pierre Gingras, Simon Girard, Ernest Gingras, Ghislaine Caillé, Jean-Claude Paquette, Diane Paré-Canté et Marius Saint-Pierre, ainsi que Yves Moisan. Jacinthe Drolette, la directrice générale de la table de concertation des aînés de Portneuf, a expliqué au public présent dimanche que le projet avait gagné un prix coup de cœur à Montréal la semaine dernière. La voici. Probablement que vous l'avez vu aussi sur les pages Facebook de cette semaine. Mon Histoire en héritage a remporté le prix coup de cœur du Sommet Intergénération Québec à Montréal mercredi dernier, où moi et Louis-Maxime on a assisté. Ce prix-là, il est à l'avant, mais ça revient à chacun de vous. Ça revient aux jeunes, comme Océane. Ça revient aux aînés, ça revient aux familles, ça revient aux partenaires. Il y a tout de vous dans ce prix-là et c'est un projet vraiment, pour moi aussi, c'est un projet coup de cœur. Alors, merci à chacun de vous. Merci Louis-Maxime. Partenaire du projet depuis la première saison, Vincent Caron est d'avis que le fait d'avoir ces vidéos va pouvoir faire perdurer dans le temps ces histoires et que c'est bénéfique pour la circonscription de Portneuf. Voici Vincent Caron. Ce que je trouve vraiment extraordinaire, et tout à l'heure on en parlait un petit peu, de savoir que ces vidéos-là vont rester dans le temps. On pourra les ressortir dans aussi quelques années, se rappeler qui sont celles et ceux qui ont forgé notre histoire, qui sont celles et ceux qui ont forgé l'histoire de Portneuf et de Saint-Raymond. Alors encore une fois, félicitations à tous les artisans de ce beau projet, félicitations à tous les participants,
Et encore une fois, j'ai bien hâte de visionner ce qu'on va voir d'ici quelques minutes. La semaine passée, Charles Laviolette nous a offert le premier reportage d'une série de 2 concernant les travailleurs étrangers temporaires qui travaillent dans la région de Portneuf. Pour ces reportages, Charles collabore avec Accès Travail Portneuf. Voici la seconde partie de son reportage. Le secteur agricole portneuvois est très actif et il compte année après année sur la participation de centaines de travailleurs étrangers. Cette année, ce sont environ 400 travailleurs agricoles qui prêteront main forte dans les fermes de la région. Dans ce deuxième reportage tourné au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, nous vous présentons l'entrevue que nous avons réalisée avec Samuel, un travailleur agricole originaire du Guatemala. Bonjour, je suis Samuel. Yo vengo de Guatemala. Actualmente estoy trabajando con cabras aquí en el Crasat. Vine del 2022, a principios del 2022. Bueno, lo difícil es adaptarme al sistema. Por ejemplo, estar lejos de mi familia es algo difícil. Y luego el clima, que es un poco, bueno, no malo se puede decir, pero es fuerte. Lo que es invierno es frío y cuando es verano pues es calor, entonces cuesta adaptarse al clima de aquí, pero de a poco voy adaptándome. Mi primera vez fue en el año 2016, a principios del mes de noviembre. Venía por temporada de 6 meses y luego regresaba a Guatemala. Al siguiente año pues, regresaba nuevamente a la finca anterior. Actualmente aquí en el Crasat vine en el 2022, en el mes de febrero, y por año me dan 2 meses de vacaciones y nuevamente regreso aquí. Bueno, mi función aquí es mantener un ambiente agradable para los animales. Eso quiere decir limpieza de los parques, alimentación. Además de eso, hacer el ordeño 2 veces por día. Bueno, he sido una persona que me ha gustado los retos y el venir aquí para mí ha sido un reto porque es una finca, una bonita finca. Es un centro de investigación con animales y me siento afortunado de estar aquí. Y para mi familia es una oportunidad de poder tener una vida mejor en cuanto a mis hijos, tener mejor educación y bueno, contento de estar aquí. Estoy muy agradecido con la finca de aquí porque me permitieron traer a mi hijo que actualmente trabaja aquí. Fernand Ouellet d'Accès Travail Portneuf nous explique les responsabilités qu'ont les employeurs envers leurs travailleurs temporaires. L'employeur qui a des travailleurs étrangers temporaires sur les fermes agricoles se doit de fournir le transport pour se rendre à son travail, de son lieu de logement à son lieu de travail. Mais après, tout ce qui est en dehors du travail, c'est à la responsabilité du travailleur lui-même de se mobiliser. Souvent, les entrepreneurs apportent de l'aide, mais ils n'ont pas la responsabilité de le faire. Donc, sur le logement, les fermes agricoles ont l'obligation, effectivement, de loger leurs travailleurs, des critères à respecter d'intimité, des grandeurs de chambre, des accessoires qui doivent se retrouver dans le logement, qui sont obligatoires. Ou toute la coordination autour des travailleurs étrangers temporaires, ça apporte énormément, je pense, surtout aux travailleurs, parce qu'avant que nos services soient offerts aux travailleurs, ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais de descendre dans un pays où on ne parle pas la langue, où 6 mois par année, il fait en bas de 0, puis que toi, tu proviens d'un pays où il fait 30 degrés toute l'année, c'est très stressant et très insécurisant pour ces travailleurs-là. Je me rappelle les premiers travailleurs que j'ai rencontrés quand j'ai commencé, en pleine pandémie.
eux, ils comprennent même pas ce qui se passe autour de toi, autour d'eux. Là. Si on leur explique pas qu'il faut qu'ils portent un masque pour telle raison, la vaccination, je me rappelle quand on est allé faire de la vaccination avec les premiers travailleurs, ils étaient inquiets. Pourquoi je me fais vacciner? Dans mon pays, ils nous ont dit que c'était mieux pas se faire vacciner. Il y a tout un questionnement. Donc, l'encadrement qu'on apporte à ces travailleurs-là aujourd'hui, ça a pour eux beaucoup de signification. Ça leur donne un peu de tranquillité, de sécurité. Ils se sentent mieux, puis je pense que ça reflète sur leur travail et donc le patron aussi est gagnant quelque part. Pour de l'intégration, on essaie toujours de les faire participer avec nous aux activités, que ce soit des parties de Noël, on fait des soupers hot dog, des épluchettes de maïs. Ils sont toujours inclus avec les autres, puis c'est une belle occasion de partager leur vécu, leur culture avec nous en dehors du travail. C'est vraiment, on apprend plus sur eux autres un soir après 2 hot dogs que pendant 3 semaines à travailler ensemble. Haber conocido a las personas de Access Travail ha sido bastante bueno porque ha sido una integración muy bonita. Integración cultural y pues me ha ayudado bastante a poder conocer amigos y intercambiar ideas y bueno, ha sido bastante bueno haber conocido aquí a Fernando y a Samuel. Pour la société, c'est nécessaire qu'on ait ces travailleurs-là qui viennent travailler dans le milieu agricole parce que sinon, nos légumes, nos fruits, déjà on aurait un problème d'approvisionnement. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est plus de 20 000 travailleurs qui viennent à la grandeur du Québec. 20 000 travailleurs, ça en fait des fruits et des légumes qui sont cultivés dans une année. Fait que, ils contribuent directement à notre économie puis à notre bien-être aussi. Bueno, lo vimos como una oportunidad de superación. L'École de musique Denis Arcand organise plusieurs spectacles cet été et pour en parler et même parler des activités en général de l'école, j'ai discuté avec le directeur Nicolas Métivier. Le voici. Nous sommes présentement au théâtre Élise Paré de l'École de musique Denis Arcand avec le directeur général Nicolas Métivier. Bonjour Nicolas. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, ça va tout le temps très bien. On parle de la saison estivale pour le MDA parce que, bon, il y a encore un peu de cours, mais vous avez quand même une belle programmation pour une bonne partie de l'été. J'aimerais peut-être commencer à dire, bon, comment ça va là, ces temps-ci à l'École de musique Denis Arcand là, avec les cours que vous donnez à vos élèves? Bien, c'est une très bonne question. Effectivement, on a beaucoup d'activités. J'ai fait un petit papier pour ne pas en oublier. Mais là, on est en fin de session et presque terminé. Notre dernier concert d'élèves, c'est demain à Neuville, parce qu'on en fait un par année à Neuville. On a un point de service aussi à Deschambault, évidemment, mais ça finit officiellement demain, la session d'hiver, parce qu'après ça, on n'a plus de spectacle. Mais cet été, on a quand même des cours. Moi, je donne des cours de guitare. On a des cours en piano, en chant aussi. C'est pas moi qui donne les cours de chant, vous pouvez vous rassurer. Et dans votre saison régulière, il y a à peu près combien de professeurs qui travaillent de près ou de loin là, à l'EMDA? Il y en a, ça change un peu chaque année, mais on a une équipe stable, 17 cette année. Wow. 17 professeurs, évidemment, ne sont pas tous à temps plein. Il y en a qui viennent d'une soirée, mais on a 3 professeurs à temps plein. Le reste, c'est du précaire, mais on a une équipe stable que j'aime beaucoup. Nicolas, justement, parlons de la programmation. On va peut-être commencer directement avec ce qu'il va y avoir demain, 31 mai. Et après ça, peut-être faire justement là, la liste. Vous avez quand même beaucoup de choses qui sont organisées par le MDA durant la saison estivale. Oui, exactement. Puis c'est le fun. Souvent, des musiciens, des artistes qui me disent hey, j'aimerais ça faire un spectacle. La salle ici est le fun, au Théâtre Élise Paré. C'est une belle salle chaleureuse. Puis c'est vraiment le fun. Demain, on a Harmonia. C'est un ensemble de musique ancienne qui font vraiment de la musique ancienne. C'est la Renaissance. Baroque, c'est pas mal le plus moderne. Là. Donc, c'est du vieux matériel, mais du bon matériel. Ils sont venus l'année passée. C'est un événement qui a été produit par les Vues de Neuville. Cette année, ils reviennent ici parce qu'ils avaient aimé la salle. Et puis, nous, on aime ça parce que on veut faire tous les styles de musique, là. Pas juste du rock, pas juste
du classique. C'est vraiment... L'école de musique Denis Arcand, c'est tout ouvert le plus possible parce que, en tout cas, pour moi, j'écoute de tout puis je veux que ça se reflète ici à l'école. Donc, directement, vous faites ça ici au Théâtre Élise Paris? Exactement, oui. C'est ici à l'école, au Théâtre Élise Paris. Et comme vous le disiez tantôt, vendredi 31 mai, il y a aussi un concert d'élèves à Neuville? Oui, exactement. On a essayé d'en faire un par année à Neuville au moins parce qu'on a un point de service là-bas. On a une super belle collaboration avec la ville de Neuville qui nous fournissent, la ville nous fournit des locaux. Puis on fait un spectacle là. C'est à l'église de Neuville. C'est un spectacle surtout acoustique avec des instruments, l'instrumentiste, piano, violon, quelques élèves en chant, quelques élèves en guitare. Mais il n'y aura pas de batterie demain, mais c'est un spectacle annuel qu'on aime bien faire à Neuville. Et une collaboration avec d'autres villes également, comme Saint-Marc-des-Carrières. Vous allez faire quelque chose pour la fête des voisins. Oui, on est vraiment content de la collaboration avec Saint-Marc parce que ça fait... je vais dire 10 ans qu'ils nous demandent tout le temps à chaque année à la fête des voisins. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que nous, les profs, on joue, on finit la soirée, mais avant ça, je dirais que c'est le plus important de la soirée pour nous, c'est que les bands de l'école jouent. Donc, les élèves de l'école ont une deuxième chance de faire leurs pièces ailleurs qu'ici, à l'école de musique. Fait que souvent, c'est vraiment apprécié parce qu'ils travaillent fort pour monter 3-4 pièces pour faire à la fin de la session. Puis là, ils ont la chance de faire ça une deuxième fois à Saint-Marc. C'est une expérience de scène supplémentaire. Exactement. Puis c'est une expérience de scène hors école aussi. Ça, je pense, qui est apprécié. C'est le fun de jouer à l'école, où on a une belle salle, mais quand tu le fais devant des amis, sur un terrain de soccer, à l'école secondaire, c'est un autre trip. C'est pas le même son, c'est pas les mêmes conditions. Fait que c'est une expérience de scène de plus. CJSR, on connaît bien Aubert Tremblay, qui fait partie de votre programmation cette année avec la présentation Le Garçon. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Oui, bien, Aubert m'a écrit. Aubert, cette année, il fait de la clarinette, mais son instrument principal, c'est le chant, la guitare, il en fait depuis longtemps. Puis même des chansons, il y en a écrit une centaine qui m'avait dit. Puis là, il voulait faire un spectacle autobiographique de sa vie à lui, à partir du temps qu'il était dans les ruelles de Montréal, puis jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il m'a dit en gros, qui est dans sa description de texte. Puis il le fait avec sa conjointe, Nicole Robert, et avec une professeure qui enseigne ici les instruments avant. Isabelle Pagé, elle va jouer du saxophone et de la clarinette. Alors ça, c'est pour le 14 juin pour Le Garçon. Le 24 juin, vous avez quelque chose justement là pour la fête nationale? Oui, ça fait longtemps qu'on avait joué ici à Deschambault, mais la municipalité de Deschambault-Gronzine a engagé des professeurs, donc on ne pouvait pas dire non. Donc on va jouer en mode acoustique, c'est plus style un peu bonne franquette, je dirais, dans le sens qu'on fait des chansons que tout le monde connaît, puis on espère que les gens chantent avec nous. Donc, c'est vraiment apprécié. Là, le 24 juin, la fête nationale à Deschambault. C'est un band de professeurs, on va être 5 professeurs. On a vraiment hâte. Et vous, toi, personnellement, vas-tu jouer dans ce spectacle-là? Oui, moi je joue de la guitare acoustique. On va avoir 2 chanteuses, un joueur de percussion, un bassiste. Et le 18 juillet, il y a un événement. Peux-tu nous parler de ça? Oui, c'est notre professeur Enya Lemoine, professeur en chant. Elle a elle vient de finir un baccalauréat à l'Université Laval en interprétation de jazz. Puis elle est acceptée en interprétation de jazz qu'elle va faire l'an prochain. Mais elle a un band aussi qu'elle veut beaucoup développer cet été. Premièrement, elle joue au Festival de jazz de Québec, le Festival de Québec de jazz en juin. Elle va jouer aussi au Festival à Montréal. Donc, c'est quand même très intéressant pour elle. Puis elle s'est dit, tant qu'à ça, pourquoi pas venir le faire à l'école où je travaille? Parce que, possiblement, on va faire ça à l'extérieur. Ça va être une autre expérience de plus, eux autres, pour solidifier leur projet. Puis, c'est ça. Ici, c'est une belle place pour ça, solidifier des projets, justement. Ça peut servir à ça. La salle est accessible. Puis... Et là, je vois que dans vos activités, il n'y a pas que des spectacles. Le camp musique nature, qu'est-ce que c'est ça exactement? Le camp de musique nature, on va être à notre 4e édition. C'est un camp de 2 séjours d'une semaine qui est à la fin de l'été. Puis le but à la base du camp musique nature, c'est de prendre le relais des camps de jour qui, eux, finissent au début du mois d'août. Alors nous autres, les 2 semaines qui restent, on les prend puis on fait un camp musique nature. On fait des activités ici musicales, chorale, improvisation, composition, tout ça. Ensuite, on va chez notre collègue qui a la compagnie Agri-Répi, elle a une écurie à 3 minutes d'ici à Deschambault. Puis là, la portion nature, c'est l'équitation, la chasse au trésor, contact avec les animaux de la ferme, activité de survie en forêt. Oui. Donc, c'est pas mal ça. C'est vraiment un camp varié, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Les jeunes peuvent coucher ici, à l'école de musique, le jeudi soir.
on fait une petite disco, puis là, ils couchent ici, puis c'est vraiment tout le temps vraiment plaisant. Ouais, c'est très plaisant. On a une capacité d'accueil petite, c'est 25 jeunes maximum, mais on a une belle équipe, on prend soin d'eux autres, puis on a souvent des mêmes campeurs qui reviennent. Fait que ça, c'est très bien. Là. Finalement, peut-être parler de votre collaboration avec le marché public de Deschambault et de Saint-Raymond en terminant l'entrevue. Oui, super collaboration qu'on a depuis des années. Je dirais avec Deschambault, Saint-Raymond, c'est notre 2e année, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment le fun, ça, parce qu'on peut faire jouer des professeurs puis des élèves de l'École de musique Denis Arcand. Donc, habituellement, le marché public de Deschambault, autant qu'à Saint-Raymond, ils ont beaucoup de contacts déjà, mais quand ils disent on aurait une plage disponible pour des élèves ou des profs, là, ils nous appellent. Puis nous, on envoie quelqu'un avec plaisir. Là. Par exemple, le 29 juin, on a Enya Lemoine qui va jouer avec Guy. On a Émilie Cabot, prof de piano, qui va faire du piano. À Saint-Raymond, on va envoyer 4 artistes cette année, donc, dont le club de Deschambault, Sylvain Rodrigue, Louise Sanche, notre professeur Sylvie Boisvert, qui a un groupe, là, Chemin de Traverse, formation de Saint-Basile, qui va jouer là. Fait on apprécie vraiment que des organismes comme ça nous donnent l'opportunité là, de nous donner des engagements professionnels, mais numéro 1, c'est de pouvoir se produire puis de produire le projet qu'on veut. C'est vraiment le fun et apprécié. Je vois aussi, Nicolas, là, j'ai passé par-dessus. Il y a le Jamanic également à la Maison Plamondon qui va avoir lieu au mois d'août. Rapidement, c'est quoi ça? Nous, à l'École de musique, on organise le Jamanic. C'est en band. Ça se passe en band, c'est-à-dire que moi, je vais jouer de la guitare sur Fade to Black de Metallica. Je remplis un tableau, puis là, il va y avoir sur la même chanson un bassiste, drummer, guitariste, chanteur que je connais pas. Puis on va jouer la tune en direct. À la base, c'est pour l'atelier d'écriture de paroles de chansons de la Maison Plamondon. Cette année, c'est l'artiste invité, c'est Catherine Major qui chapeaute tout ça. Donc, on espère que les participants qui participent à cet atelier-là soient là, mais on invite aussi toute la population, n'importe qui a une guitare à venir jouer avec nous. Puis l'idée, moi, je joue de la guitare, je peux accompagner n'importe qui n'est pas certain de pouvoir faire sa chanson seul. Là. Puis on peut se ramasser 3-4 personnes sur la même chanson, dans une ambiance vraiment festive. Puis j'aurais envie de dire sans jugement. Là. Ouais. C'est vraiment ça, que ça soit ultra convivial, puis que personne ne soit gêné de venir jouer là. Eh bien, c'est pas mal tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Bon, évidemment, faut dire, il y a plusieurs autres choses qui se passent avec l'École de musique Denis Arcand. Pour avoir les informations, c'est comment on fait pour les avoir? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Comment on peut vous suivre? C'est beaucoup Facebook, c'est sûr qu'avec ça, c'est facile de mettre tout, mais on sait très bien que c'est pas tous les gens qui ont un Facebook. Mais sinon, notre site Internet est quand même bien fait. On aurait besoin d'un peu, peut-être, le restaurer, revamper. Il y aurait besoin de ça. Donc, pour l'instant, la source la plus sûre, c'est Facebook. Mais sur notre site, justement, il y a un accès à notre Facebook. Sinon, on a avec la ville de Deschambault, les municipalités, le journal Le Phare qui diffuse nos informations. Sinon, c'est pas mal ça pour l'instant. En attendant que notre site soit mieux, Facebook est la meilleure source d'information. Et évidemment, on invite les gens peut-être à aller écouter l'hymne à Portneuf, l'hymne à la région de Portneuf. Ça, c'était un projet que vous avez travaillé là, durant la dernière, première partie de 2024. Là. C'est peut-être en 10-15 secondes, là, c'était quoi ce projet-là? C'est un projet financé par le soutien financier de la MRC de Portneuf. Ouais. On apprécie vraiment. C'est une élève qui a fait une composition et puis on l'a enregistré en groupe de 26 musiciens. On en a fait une capsule audio, une vidéoclip finalement, puis une capsule vidéo documentaire qui circule sur YouTube. Puis on est content de ça parce que notre idée, c'était de faire une chanson rassembleuse que tout le monde pouvait fredonner puis jouer sur une guitare acoustique. Quand on a un peu d'expérience. Alors, on peut suivre justement cette pièce-là là, sur vos réseaux. Nicolas Métivier, directeur général de l'École de musique Denis Arcand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. On reste à l'École de musique de Denis Arcand de Deschambault parce que la MRC de Portneuf a tenu vendredi, là-bas, le 24 mai, la soirée des prix du patrimoine où plusieurs projets et initiatives ont été honorés. Si JSR était sur place, voici notre reportage. 5 projets ont été honorés dans Portneuf vendredi dernier lors de la remise des prix du patrimoine ayant eu lieu au Théâtre Élise Paré de l'École de musique Denis Arcand de Deschambault-Grondines. Le lieu choisi pour l'événement ne l'était pas au hasard, comme l'ancien couvent de Deschambault est depuis longtemps un foyer pour les musiciens de la région. C'est une belle occasion qu'on a aujourd'hui de parler un peu de patrimoine, que d'être dans ce lieu témoin
d'un engagement historique ici à Deschambault-Gonzine, des religieuses à l'époque, qui faisaient plein de choses, dont notamment l'enseignement de la musique. Une mission qu'ils ont réalisée pendant plus d'une centaine d'années. Et à leur départ, en 1994, il y a un organisme qui a été créé, l'école de musique, l'école régionale de musique du Vieux-Couvent à l'époque, qui a changé de nom par la suite pour être l'école de musique Denis Arcand, du nom du grand cinéaste originaire de Deschambault. Et cette école de musique qui est née en 1994, donc finalement, cette année, ça va faire 30 ans que ça existe. Des gagnants dans 5 catégories ont été annoncés le 24 mai dernier. La première d'entre elles, c'était pour la conservation et la préservation du patrimoine. C'est une initiative de plusieurs familles de Grondines qui a été reconnue pour ce prix. En effet, il s'agit de l'entretien et de la restauration d'une croix située sur le 2e rang ouest. Plusieurs familles du secteur participent aux efforts pour conserver cette croix qui est présente depuis très longtemps, dont la famille Laganière qu'on entend. Nous, comme Dominique vient de dire, on l'a toujours vu là, cette croix-là. Puis autrefois, il y avait la petite école de rang face à cette croix-là. Et puis aujourd'hui, l'école n'est plus là, est partie. Les écoles de rang n'existent plus. Mais par contre, nous, dans notre rang, on a toujours voulu préserver la croix, d'une génération à l'autre. Moi, avant moi, mes parents, puis les voisins. Dans le petit 2e rang, c'est des trottiers, des sauvageaux, des laganières. Il y a encore ces familles qui souchent là. Et puis, on est fiers de notre croix, puis on espère que dans l'avenir, ça va faire encore son bout. C'est quoi les travaux que vous faites pour l'entretenir, la croix? Ben, c'est minime, là. En autant que c'est propre, là. Il y a le voisin, lui, il est tout proche. L'été, il vient passer il va faire le gazon avec sa petite tondeuse. Il traverse à peu près 100 pieds à faire, puis il fait le gazon. Et puis, s'il y a un coup de peinture à donner, ben, quand on s'aperçoit, quand ça commence à vouloir être négligé, ben, automatiquement, on part avec notre galon de peinture, puis la petite palissade en blanc. Dans la catégorie interprétation et diffusion, c'était au spectacle Place à l'accordéon, présenté l'an passé au Pont-Tessier de Saint-Raymond, qui a été honoré. Le spectacle visait à soutenir la relève en musique traditionnelle et à la transmission d'un savoir-faire. Jérémy Plot était l'un des accordéonistes présents lors de ce spectacle et pour lui, l'accordéon est encore bien présent dans Portneuf. Le voici. Les jeunes là, que je rencontre, quand je joue de l'accordéon un peu partout, je vois qu'ils connaissent des fois des chansons ça a été interprété par des groupes là, que ça fait plusieurs années que ça n'a pas été, comme la bottine souriante. Tu penses que les jeunes n'écoutent pas ça, t'arrives, le monde ils connaissent les paroles par cœur, t'arrives dans un party, dans un chalet, tu vas te sortir une vieille chanson que tu penses que personne ne connaît ça, finalement tout le monde embarque. Fait que je pense que chez les jeunes, là, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à cette musique-là, puis le folklore il est encore là pour rester, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Là. Des jeunes qui me montrent d'intérêt, même je me suis fait demander si j'enseignais quelques fois. C'est pas quelque chose encore que j'ai le temps et qui peut m'intéresser. Sauf qu'il y a beaucoup là, d'engouement puis de jeunes qui, je pense, qui s'intéressent à ça, qui sont curieux. Puis moi, je me fais un petit devoir aussi de montrer c'est quoi l'accordéon. Fait que à toutes les places que je vais, là, j'ai même donné des ateliers dernièrement là, sur initiation à c'est quoi cet instrument-là. Fait que ça l'a fait découvrir de plus en plus. Puis je pense que non, on va avoir une relève, je suis pas inquiet. Les prix du patrimoine ont également un porteur de tradition et pour cette édition, c'est M. Louis Roberge, ébéniste et menuisier, qui a été choisi. Ce dernier transmet des techniques ancestrales pour le travail du bois aux intéressés dans le cadre des ateliers du moulin, et ce, de façon bénévole. Le voici à propos de l'importance de savoir ces techniques anciennes. Lorsqu'on travaille à faire un meuble soi-même et qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître les techniques d'assemblage anciennes, ce sont des techniques qui vont au-delà du temps, au-delà des siècles, parce que le type d'assemblage qui était fait à l'époque, qu'on reproduit maintenant, c'est beaucoup plus solide que ce qui est fait aujourd'hui. Et on travaille également avec des matériaux bruts, donc le bois brut, qu'on va transformer. Et on ne travaille pas avec des matériaux qui sont en composite, par exemple, ou avec des plastiques qui vont se dégrader au fil des années. Donc, on réussit à faire des objets qui sont, d'après moi, de meilleure valeur et surtout qui vont être plus durs. La dernière catégorie, préservation et mise en valeur du paysage, a été remportée par la coopérative de la vallée Bras-du-Nord. Le projet met en valeur des paysages d'intérêt de la vallée et consiste à présenter les paysages de ce coin de Portneuf en collaboration avec la Maison Plamondon. Voici Étienne Beaumont.
C'est très flatteur parce qu'on a travaillé fort pour ce parcours paysage. Vous savez, la vallée Bras-du-Nord, c'est avant tout des paysages. C'est une entreprise qui est là, qui attire à cause de ces paysages. Une ancienne vallée glaciaire. On n'a pas inventé ces parois, cette rivière et tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour protéger les paysages de cette belle vallée-là. Et une des belles façons de protéger ces paysages-là, c'est de les faire connaître davantage. Et on a décidé, il y a mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, l'artiste multidisciplinaire Philippe Jobin, qui a peint de façon numérique, avec un pinceau numérique, 10 paysages choisis sur le volet. On aurait pu en choisir, il va peut-être avoir d'autres déclinaisons, d'autres suites de ça. Le projet est d'aller à la rencontre de ces paysages-là sur place. Alors, parfois, il faut y aller en canot, parfois, il faut y aller à pied, et d'autres fois en vélo et même en ski. Alors, de compléter l'ensemble de ces 10 paysages-là peut prendre quand même du temps et demande aventure et exploration. En plus de ces 4 prix du patrimoine, la MRC a tenu à honorer l'équipe des Incomplètes avec le prix de coup de cœur pour le projet Nos territoires paysages sonores. Celui-ci vise à offrir de la méditation intergénérationnelle en mettant en valeur les paysages sonores de Saint-Casimir. Finalement, la table de concertation culture de la MRC a aussi remis un prix engagement culturel à M. Donald Vizina qui a été investi au développement culturel et à la sauvegarde du patrimoine portnevois pendant plus de 53 ans. C'était Danick Julien pour CJSR. La cohorte des 21 infirmières qui est arrivée dans Portneuf en 2023 a terminé les cours du centre de formation professionnelle situé à Saint-Raymond. Charles Laviolette était à Saint-Casimir la semaine passée pour l'annonce officielle de la fin de ses cours. Voici son reportage. En 2023, Portneuf accueillait 21 infirmiers et infirmières d'origine étrangère. Les professionnels de la santé originaires entre autres du Cameroun, de l'Algérie et du Maroc ont entamé une formation pour pouvoir exercer leur métier dans le réseau québécois de la santé. Ils ont été formés à Saint-Raymond dans Portneuf grâce à un partenariat avec le Cégep Limoilou. La cohorte compte 18 finissants, en plus d'un candidat qui en est actuellement à compléter sa formation. Ils sont tous actuellement candidats à la profession d'infirmier et d'infirmière et occupent à ce titre un poste dans le réseau de la santé dans la MRC de Portneuf. Au CHSLD de Saint-Casimir où elle travaille, nous avons rencontré Georgette, qui a été infirmière pendant 13 ans dans son pays d'origine, le Cameroun. Georgette espère être admise cet automne dans l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Je suis camerounaise d'origine, je suis arrivée au Québec le 13 mars 2023. Moi, je travaillais au Cameroun dans un hôpital de chez moi et j'ai eu l'information qu'il y avait des journées Québec qui avaient été lancées par les médias. Alors, j'ai décidé de postuler parce que je me suis dit, j'avais déjà travaillé 13 ans dans mon pays comme infirmière. Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de regarder dans d'autres horizons comment ça se passe. Donc, j'ai donc continué la procédure avec toute la famille et je suis arrivée au Québec le 13 mars 2023. Pour le milieu professionnel, je dirais que j'ai eu affaire à une très belle équipe qui m'a facilité l'intégration. Au départ, quand on m'a dit que je venais à Portneuf, je n'avais aucune idée de ce qu'était Portneuf. Mais une fois sur les lieux, je ne vais pas vous mentir que je m'y plais et je ne suis pas prête à y partir de sitôt. Parce que le cadre pour l'éducation de mes enfants, moi, ça m'arrange. Et l'équipe à Casimir m'a permis de m'intégrer facilement. J'ai eu une équipe qui m'a acceptée et qui m'a permis de m'adapter au fur et à mesure. Donc du coup, je trouve que le côté professionnel, ça va bien. Le Québec a sa réalité que le Cameroun n'a pas. Chez nous, j'ai découvert la personne âgée ici. Chez nous, on n'a pas les soins aux personnes âgées. Donc ça, c'est un nouveau milieu que j'ai voulu explorer, que j'ai eu la chance d'explorer parce que chez nous, les personnes âgées sont généralement en famille. Il n'y a pas de centre d'hébergement pour les recevoir, on les reçoit dans les familles. Donc du coup, venir commencer dans ce nouveau domaine, pour moi, c'était une expérience de plus. Chez moi, les personnes du 3e âge sont maintenues dans les familles. Il n'y a pas de résidence, de centre d'hébergement pour ces personnes-là.
Généralement, on a une philosophie, les parents prennent soin des enfants et les enfants prennent la relève quand les parents sont vieux. Donc, pour moi, le domaine des centres d'hébergement a été une première pour moi parce que je l'ai découvert au Québec et ce sont des réalités. J'ai compris que c'était des réalités propres au Québec. Donc, cette formation était vraiment nécessaire. Là, ça nous permet de connaître déjà les réalités et de s'approprier de cette technique-là pour pouvoir faire face à cette clientèle. Le plus grand défi pour moi, c'est déjà de me mettre dans le contexte québécois et de pouvoir prendre en charge la personne âgée. Donc, prendre dans sa globalité la personne, être capable de penser comme lui et de lui apporter les solutions aux problèmes qu'il peut poser. J'ai choisi le centre d'hébergement de Saint-Casimir comme mon premier choix. Donc, pour le moment, je m'y plais et je vais y rester. Lorsque Christian et Georgette sont arrivés pour la première fois dans notre milieu, on a vraiment pris le temps de les rencontrer, de leur expliquer qui on était, les présenter aux équipes. Et ils ont commencé tranquillement avec nous à faire leur premier quart comme préposés aux bénéficiaires. Ils ont été jumelés avec des préposés aux bénéficiaires et on leur a dit « allez-y à leur vitesse ». On leur a expliqué que dans leur milieu, l'hébergement, ils ne connaissaient pas ça. Élèves, personnes, toutes les aides techniques qu'on peut utiliser pour soutenir nos résidents, que ce n'était pas connu. Je pense que ça a été une petite histoire d'amour qui a commencé entre Georgette, Christian et nous. Selon les dirigeants du CIUS, les 18 finissants exercent actuellement dans Portneuf et ont choisi de s'établir dans la région. On écoute Julie Maltais-Laflamme, directrice territoriale du CIUS dans Portneuf, qui nous explique les défis qui accompagnaient la venue de ces professionnels de la santé. De réussir à accueillir, c'est pas des personnes seules qui arrivent, la plupart du temps c'est des familles, donc on le disait, Georgette a 5 enfants ici, donc il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 3, donc c'était de trouver quand même des logis pour accueillir convenablement l'ensemble des familles, ça a été un premier défi. Par la suite, c'est l'intégration, les garderies, c'est quelque chose aussi pour lequel c'est un défi pour tout le monde. Donc, accueillir des familles qui ont besoin de garderie pour permettre de continuer leurs études. Donc, ça a été aussi un autre défi. Fait que ça a été plusieurs étapes là, comme ça qui ont dû franchir pour s'adapter rapidement là, ici et s'intégrer. C'était important pour moi d'être avec ma famille parce que là, ça me donne d'abord une stabilité psychologique. Le fait de savoir qu'ils sont tout près de moi et que j'ai un œil sur eux, ça me stabilise d'abord mentalement parce que on est dans un monde où à tout moment tout peut arriver. Donc c'est toujours bien d'avoir ses proches auprès de soi et de traverser les étapes avec eux. Ça nous fortifie davantage et ça renforce les liens. Si ma famille n'avait pas pu venir, j'aurais peut-être réfléchi autrement parce que mes enfants, je ne m'en suis jamais séparée. Donc ça devait être aussi un défi pour moi si je dois venir avec eux ou pas, puisque depuis c'est moi qui les élève. Donc penser que je devais les abandonner pour partir, pour moi ça devait aussi être une décision cruciale à prendre. Alors, pour conclure ce bulletin d'information, on parle du Festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir, le FFPE. Bon, parce que nous avons les cinéastes portneuvois qui sont les invités d'honneur. Il s'agit de Nadine Baudet et Christian Fournier. C'est eux les invités d'honneur pour cette 20e édition du FFPE qui se déroule à Saint-Casimir du 7 au 11 août 2024. Bon, lors de la première édition du FFPE, c'est là que Christian et Nadine se sont rencontrés, selon ce qu'on peut lire sur le communiqué de presse fourni par Léo-Denis Carpentier. Depuis leur rencontre, ils ont cheminé ensemble, fondant une famille et la maison de production Les Vues du Fleuve. C'est un retour aux sources pour ce puissant duo et le festival est honoré de les accueillir pour souligner ses 20 ans. Et évidemment, là, on le sait, pour le FFPE, c'est plusieurs jours de programmation et c'est le 11 juin prochain à 10h30 à l'Auberge du Couvent qu'il va y avoir des rendez-vous culturels de Saint-Casimir, instigateur du FFPE en 2004 et le dévoilement de l'ensemble de la programmation se fera à ce moment-là. C'est donc la fin pour le bulletin d'information en ce 30 mai. Merci à Arthur, Tony et Luc pour leur aide à la technique, à Charles et Aubert pour leur aide au reportage. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi prochain.